messieurs, bonsoir. Il est 18h au Caire. C'est l'heure d'une nouvelle transmission en langue française sur NEL TV International qui dure d'ici jusqu'à faire 20h locale. Et j'ai le plaisir de le commencer, de le présenter tout de suite de présenter le journal tout de suite avec ma collègue Ilham Hussein. Bonsoir Ilham. Bonsoir Chérif, bonsoir tout le monde. Et tout de suite on commence comme d'habitude par les principaux titres de l'actualité. Le président El-Sisi regagne le Caire après 2 brèves visites aux Émirats Arabes Unis et au Sultanat d'Oman, des visites qui témoignent de l'engagement de l'Égypte à renforcer la solidarité arabe face aux défis actuels. Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne l'attaque américaine contre 2 pétroliers iraniens et contre des sites côtiers près du détroit d'Ormuz. Une responsable de l'Union européenne déclare que plus de la moitié de la population du Liban dépend de l'aide humanitaire. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné jeudi la patrie après 2 brèves visites fraternelles fructueuses aux Émirats Arabes Unis et au Sultanat d'Oman. Ces visites témoignent de la profondeur des liens historiques et fraternels unissant l'Égypte et les 2 pays, tout en soulignant l'engagement à renforcer la solidarité arabe face aux défis actuels. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu jeudi avec le sultan Haytham Ben Tarik à Mascate à Oman au sujet de la crise américano-iranienne dans la région après s'être rendu aux Émirats Arabes Unis. Les 2 dirigeants ont échangé leur point de vue sur les moyens de parvenir à un accord final concernant la crise américano-iranienne en privilégiant systématiquement le dialogue et les voies diplomatiques pour stabiliser la zone. Cet entretien de haut niveau a permis d'aborder en profondeur les dossiers importants de la région ainsi que leurs répercussions politiques, économiques et sécuritaires. L'Égypte et Oman jouent un rôle de médiateur central entre Washington et Téhéran depuis plusieurs semaines afin de désamorcer une crise qui menace l'équilibre du Moyen-Orient. La visite à Mascate s'inscrit dans la continuité directe de la coordination établie dès le mercredi 6 mai lors d'un entretien téléphonique entre les 2 chefs d'État. Lors de son escale de quelques heures à Abu Dhabi, le président El-Sisi avait réitéré au président émirati le rejet total du Caire face aux agressions iraniennes, les qualifiant d'escalade majeure menaçant la paix régionale et mondiale. Il a réaffirmé la solidarité de l'Égypte avec les Émirats Arabes Unis face aux circonstances régionales actuelles, soulignant le soutien total du Caire pour la sécurité et la stabilité de son partenaire. El-Sisi a également qualifié les récentes attaques de violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Face à ces tensions, il a appelé à une intensification des efforts diplomatiques pour résoudre la crise par le dialogue. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue le bilan d'un convoi médical complet organisé par la Commission médicale suprême et des secours du Conseil des ministres en coopération avec la Fondation Banque El-Shifa Al-Masri dans les centres d'Al-Ghaneim et d'Al-Qusay au gouvernorat d'Assiout du 4 au 7 mai 2026. En effet, le rapport a également indiqué que 117 cas nécessitant des interventions spécialisées ou des opérations chirurgicales ont été transférés vers des hôpitaux universitaires et des établissements élevant du ministère de la Santé. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue le bilan d'une caravane médicale complète organisée par la Commission médicale suprême et des secours du Conseil des ministres en coopération avec la Fondation Banque El-Shifa Al-Masri dans les centres d'Al-Ghaneim et d'Al-Qusay au gouvernorat d'Assiout du 4 au 7 mai courant. Cette initiative a permis de fournir gratuitement des services médicaux à des milliers de citoyens dans plusieurs spécialités, notamment
notamment l'ophtalmologie, la cardiologie, la pédiatrie, la médecine interne, l'orthopédie, la dermatologie et les maladies respiratoires, avec un total de 1549 consultations en ophtalmologie, la distribution de 690 lunettes médicales et la réalisation de 162 opérations gratuites de la vue, en plus de l'examen de 2355 patients dans d'autres spécialités. Le rapport a également indiqué que 117 cas nécessitant des interventions spécialisées ou des opérations chirurgicales ont été transférés vers des hôpitaux universitaires et des établissements relevant du ministère de la Santé afin de poursuivre les soins nécessaires. Dans le cadre des efforts de l'État visant à renforcer l'accès gratuit aux services de santé au profit des catégories les plus vulnérables et des habitants des villages et zones les plus défavorisées. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a confirmé que les États-Unis attendaient dans la journée une réponse de l'Iran à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre. Rubio a exprimé l'espoir que la réponse iranienne soit sérieuse et permette l'ouverture de véritables négociations. Il a également souligné que toute tentative de l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz était inacceptable, rappelant que le président Donald Trump considérait l'Iran comme une menace devant être neutralisée. Rubio a également indiqué que les événements survenus la veille avec l'Iran étaient distincts de l'opération Colère épique qui prévoit des représailles contre l'Iran en cas de tir de missiles. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné l'attaque américaine contre 2 pétroliers iraniens et contre des sites côtiers près du détroit d'Ormuz. Araghchi a souligné que les Iraniens ne céderaient pas aux pressions, accusant les États-Unis de se lancer systématiquement dans des aventures militaires inconsidérées dès qu'une solution diplomatique est proposée pour résoudre la crise actuelle qui s'aggrave. Araghchi a confirmé que l'arsenal de missiles et les capacités de lancement de son pays avaient augmenté de 120% depuis le début de l'agression israélo-américaine le 28 février. Le commandement militaire iranien a accusé Washington d'avoir violé le cessez-le-feu en prenant pour cible un pétrolier iranien quittant les côtes iraniennes ainsi qu'un autre bateau. Dans un communiqué, le commandement iranien a ajouté que Washington avait aussi mené des raids aériens sur un port de l'île de Keshm situé dans le détroit d'Ormuz. Selon un porte-parole de la direction iranienne de Khatam al-Moursalin, l'armée iranienne a riposté en attaquant des navires militaires américains à l'est de la voie navigable d'Ormuz et le sud du port de Gabar, leur infligeant des dommages importants. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bakayi, a affirmé que son pays examinait toujours la proposition américaine et communiquerait sa position à la partie pakistanaise une fois arrêtée. Jusque-là, la seule session de négociation qui s'est tenue il y a bientôt un mois à Islamabad n'a pas abouti. Dans le stratégique détroit d'Ormuz, quelques 1500 navires et environ 20 000 membres d'équipage restent piégés, selon le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, une agence de l'ONU. Washington maintient de son côté son blocus des ports iraniens lancé le 13 avril. Les Émirats arabes unis ont annoncé que leur défense aérienne avait intercepté des missiles et des drones en provenance de l'Iran. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a indiqué que les systèmes de défense avaient intercepté 2 missiles balistiques ainsi que 3 drones, précisant que 3 personnes avaient été légèrement blessées. Le ministère a réaffirmé sa pleine préparation à faire face à toute menace et à contrer fermement toute tentative
visant à déstabiliser le pays afin de préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé qu'un pétrolier transportant un équipage avait été attaqué dans le détroit d'Ormuz. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a exprimé sa profonde préoccupation de Pékin face aux répercussions négatives du conflit au Moyen-Orient sur la navigation maritime, précisant qu'aucun membre de l'équipage n'avait été blessé. Des sources de sécurité maritime ont indiqué que le navire concerné serait le pétrolier Chimiquier Innovation, bâton pavillon des îles Marshall, qui a signalé un incendie sur son port à des navires se trouvant à proximité lundi. Selon le rapport, l'incident s'est produit au large des Émirats arabes unis, dans le golfe arabe, près du port de Socre. Passons au Liban, où plus de la moitié de la population dépend de l'aide humanitaire, a déploré vendredi une responsable de l'Union européenne qui a consacré 100 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence au pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah en mars. La responsable européenne qui a rencontré le président Joseph Aoun a annoncé que l'Union européenne avait déjà acheminé depuis le début de la guerre le 2 mars 6 avions d'aide humanitaire et qu'un 7e était attendu samedi. L'ONU avait lancé un appel d'urgence en mars pour une aide de 308 millions de dollars, mais la somme collectée en un peu plus de 2 mois s'élève à quelques 126 millions de dollars seulement, selon les agences onusiennes. Sur le terrain au Liban, une frappe israélienne a tué un nouveau secouriste dans le sud du pays au lendemain de la mort d'un ambulancier. Selon la défense civile, le secouriste a été visé par une frappe israélienne sur la route entre Rashaya et Kfar Shuba, malgré la trêve en vigueur. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait indiqué mercredi avoir vérifié 152 attaques contre des structures de santé qui ont fait 103 morts et 241 blessés au Liban depuis le début de la guerre le 2 mars. Les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti dans plusieurs villes de la région côtière du nord d'Israël, de la frontière libanaise jusqu'à la périphérie de Haïfa, à la suite de tirs en provenance du Liban. Selon l'armée israélienne, à la suite de l'activation des sirènes, plusieurs tirs ont été détectés en direction du territoire israélien. L'armée de l'air israélienne a intercepté un tir et les autres sont tombés en terrain découvert. Aucun blessé n'a été signalé. C'est la première fois depuis le début de la trêve précaire dans les combats entre l'armée israélienne et le mouvement libanais Hezbollah le 17 avril que les sirènes sont déclenchées aussi profondément en territoire israélien. L'incident survient après qu'Israël a dit avoir tué un haut commandant militaire du Hezbollah dans une frappe à Beyrouth mercredi soir. Et dans la bande de Gaza, l'armée de l'occupation israélienne poursuit ses violations de l'accord de cessez-le-feu pour le 211e jour consécutif. Des sources palestiniennes ont indiqué que des chars israéliens ont ouvert le feu à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, tandis que les forces israéliennes bombardaient simultanément plusieurs zones à l'intérieur de la ville. Des avions de combat ont également survolé le sud de Gaza à basse altitude, alors que des vedettes lance-missiles ont tiré en direction de l'ouest de la ville de Gaza. Et en Cisjordanie occupée, un enfant palestinien a été blessé par des tirs nourris menés par l'armée israélienne lors d'une incursion dans la ville de Hazma, dans le nord. Selon des sources palestiniennes, les forces de l'occupation israélienne ont mené des perquisitions dans plusieurs villes en Cisjordanie occupée. Elles ont pris sous la région est de Naplouse, à côté du camp de réfugiés Balata. L'armée de l'ONU a en outre envahi plusieurs villes au nord de
dans le nord. Le programme alimentaire a déclaré que la Somalie est confrontée à une grave crise de malnutrition et qu'une aide ainsi que financement urgent sont nécessaires afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Le directeur adjoint du programme alimentaire mondial chargé de la migration a affirmé que la Somalie figure parmi les régions du monde où les taux de malnutrition sont les plus élevés, ajoutant que ces taux ont atteint des niveaux critiques. La Russie et l'Ukraine continuent leur attaque mutuelle de drones après l'entrée en vigueur à minuit d'une trêve unilatérale décrétée par Moscou avant les commémorations en Russie du 9 mai qui se dérouleront sous haute sécurité dans la capitale russe. Oui, l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, entrée dans sa 5e année, a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit en Europe le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale. Les détails dans ce compte rendu. L'Ukraine n'a jamais déclaré qu'elle respecterait l'appel de Moscou à cesser les frappes et à fustiger la démarche du président russe Vladimir Poutine, l'accusant de vouloir suspendre les combats aux seules fins d'organiser un défilé sur la place rouge samedi. La Russie a menacé de lancer une frappe massive au cœur de Kiev si l'Ukraine venait à perturber le défilé samedi, exhortant les diplomates étrangers et les habitants eux-mêmes à évacuer d'ores et déjà la capitale ukrainienne. Une brève alerte aérienne a retenti vendredi matin à Kiev en raison d'une menace de frappe de missiles balistiques selon les autorités locales. Dans un communiqué sur Telegram, l'ambassade à Kiev de l'Iran a appelé ses ressortissants vivant dans la capitale ukrainienne à éviter de s'approcher vendredi et samedi de bâtiments gouvernementaux ou militaires et, si possible, à quitter la ville. Moscou avait assuré que pendant la trêve, les tirs russes seraient complètement interrompus le long de la ligne de front, ainsi que contre les infrastructures militaires situées plus loin à l'intérieur du territoire ukrainien, tout en avertissant qu'il y aurait une riposte si l'Ukraine ne suivait pas l'exemple. Zelensky a mis en garde les alliés de la Russie qui se rendraient sur la place rouge samedi. Il a déclaré que l'Ukraine avait reçu des messages de certains États proches de la Russie indiquant que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou où se déroulera samedi le défilé militaire. La Russie a annoncé qu'il n'y aura pas d'équipement militaire lors du défilé du 9 mai à Moscou pour la première fois en près de 20 ans. Des coupures intermittentes d'Internet jusqu'à samedi ont en outre été ordonnées par les autorités dans la capitale russe. La France a commémoré le 81e anniversaire de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945 à travers des cérémonies officielles. Le président français Emmanuel Macron a assisté au défilé organisé sur les Champs-Élysées. Le 8 mai est un jour férié en France. À cette occasion, les administrations, les écoles et la plupart des commerces restent fermés, tandis que le drapeau français est hissé sur les bâtiments officiels pour commémorer cet événement national. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Keir Starmer a exclu de démissionner malgré de premiers résultats qui montrent de grosses pertes pour les travaillistes et une forte progression du parti anti-immigration Reform UK aux élections locales. Le Premier ministre britannique arrivé au pouvoir avec une large majorité en juillet 2024 a déclaré assumer la responsabilité de ces résultats très difficiles. Les détails dans ce compte rendu.
Je ne vais pas partir et plonger le pays dans le chaos. Des journées comme celle-là n'entament pas ma détermination à mettre en œuvre les changements que j'ai promis, a déclaré Keir Starmer. Les résultats des élections qui se sont tenues jeudi restent parcellaires. Vendredi matin, seules 45 des 136 collectivités locales anglaises avaient livré leurs résultats. Ils montrent le parti de Nigel Farage, Reform UK, largement en tête avec plus de 382 sièges d'élus locaux conquis contre 253 au Labour, soit une perte de 258 sièges dans des collectivités selon un décompte de la BBC. Et le dépouillement ne fait que commencer en Écosse et au Pays de Galles, où les résultats attendus en fin de journée pourraient être un camouflet plus douloureux encore pour les travaillistes. Ils pourraient perdre leur bastion gallois pour la première fois depuis l'instauration d'un parlement gallois dans le cadre de la décentralisation de 1999 au profit du parti indépendantiste Plaid Cymru et de Reform qui étaient au coude à coude dans les derniers sondages. Et terminé en Écosse en troisième position, derrière le parti indépendantiste SNP au pouvoir et derrière Reform. La popularité de Keir Starmer, 63 ans, n'a cessé de chuter sur fond d'économie léthargique et d'augmentation du coût de la vie récemment accentuée par la guerre au Moyen-Orient. Ses détracteurs mettent en avant ses multiples faux pas, revirements et polémiques, notamment le scandale autour de la nomination comme ambassadeur à Washington de la figure travailliste contestée Peter Mandelson, suscitant au sein de son parti des appels répétés à sa démission, même si aucun challenger ne s'est clairement dégagé jusqu'ici. La Corée du Nord prévoit de déployer un nouveau type d'artillerie le long de sa frontière sud, ce qui pourrait placer Séoul à portée de tir. L'agence de presse officielle de la Corée du Nord, KCNA, a rapporté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était rendu cette semaine dans une usine de munitions afin d'inspecter la production d'un nouveau type d'obusier automoteur de 155 mm. Selon KCNA, le nouvel obusier, dont la portée dépasse les 60 km, sera déployé cette année au sein d'une unité d'artillerie à longue portée stationnée le long de la frontière avec la Corée du Sud. Le centre de Séoul se situe entre 50 et 60 km de la frontière et une grande partie de la province de Gyeonggi, la plus peuplée de Corée du Sud et qui accueille son cœur industriel, se trouve également à portée. Selon KCNA, Kim Jong-un a déclaré que le nouvel obusier apportera des changements importants et des avantages aux opérations terrestres de la Corée du Nord. Les deux voisins sont toujours techniquement en guerre. Leur conflit s'était soldé en 1953 par un armistice et non un traité de paix. Le président de l'Assemblée nationale de Corée du Sud a annoncé que le projet de révision constitutionnelle visant à renforcer les règles encadrant la loi martiale ne serait pas soumis plénière. Cette situation fait suite au boycott par le Parti du pouvoir populaire, principal parti conservateur d'opposition, du vote sur une proposition de loi exigeant l'approbation du Parlement et ayant toute proclamation de la loi martiale par le président. Le texte prévoit que si le Parlement rejette la proclamation de la loi martiale par un vote ou s'il ne l'approuve pas dans un délai de 48 heures, la proclamation unilatérale de loi martiale par le président devient caduque. Toute révision constitutionnelle nécessite l'approbation d'au moins 191 des 286 membres de l'Assemblée nationale. Un précédent vote avait échoué en raison du boycott de ma séance par le PPP. Le quorum requis n'ayant pas été atteint.
Le risque d'une propagation d'hantavirus pour la population mondiale est absolument faible, a assuré vendredi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, après l'apparition d'un foyer sur le bateau de croisière MV Ondius, dont 3 passagers sont morts. Oui, et en Grande-Bretagne, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, UKHSA, a annoncé qu'un 3e ressortissant britannique a été diagnostiqué avec un cas suspect d'hantavirus lié au foyer détecté sur le MV Ondius. Un commentaire. Le risque d'une propagation d'hantavirus pour la population en général reste quant à lui extrêmement faible, a déclaré devant la presse à Genève un porte-parole de l'OMS. Le porte-parole a souligné que même parmi les personnes ayant séjourné dans les mêmes cabines qu'une personne contaminée à bord du navire, il semble que dans certains cas, les deux ne soient pas contaminés. Parti le 1er avril d'Ushuaia en Argentine, le MV Ondius, qui appartient au croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, fait actuellement route vers l'île espagnole de Tenerife aux Canaries, où il est attendu dimanche. 3 passagers du navire sont décédés, tandis qu'un dernier bilan de l'OMS jeudi a dénombré au total 5 cas confirmés pour 3 cas suspects. Le porte-parole a de même jugé encourageant les cas du Suisse hospitalisé à Zurich et de sa compagne en isolement. En Grande-Bretagne, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé vendredi qu'un 3e ressortissant britannique a été diagnostiqué avec un cas suspect d'hantavirus lié au foyer détecté sur le MV Ondius. Selon un communiqué de l'agence, ce cas suspect a été détecté sur un ressortissant britannique se trouvant à Tristan da Cunha, une île britannique isolée dans l'Atlantique Sud où le Ondius a fait escale fin avril. Trois randonneurs, 2 ressortissants de Singapour et un Indonésien sont morts après l'éruption vendredi du volcan Dukono sur l'île d'Halmahera aux Moluques, dans l'est de l'Indonésie. L'éruption survenue tôt ce matin s'est accompagnée d'un grondement et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelques 10 km au-dessus du sommet du volcan situé dans la province des Moluques du Nord. Les détails dans ce compte rendu. Il y a 3 morts, 2 étrangers et un habitant de l'île de Ternate dans l'est de l'Indonésie, a déclaré le chef de la police de la province d'Halmahera du Nord aux Moluques. 20 randonneurs se trouvaient sur les pentes du mont Dukono qui culmine à 1335 mètres lors de l'éruption. 9 des randonneurs sont des ressortissants de Singapour, les autres des Indonésiens. Le chef de la police de la province d'Halmahera du Nord a ajouté que les corps des 3 randonneurs décédés se trouvaient toujours sur la montagne. L'équipe conjointe attend donc toujours le moment opportun pour commencer les recherches, a encore indiqué le chef de la police. Au moment de l'éruption, 2 groupes de touristes, soit environ 15 personnes au total, se trouvaient au bord du cratère. L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un grondement et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelques 10 km au-dessus du sommet du volcan, situé dans la province des Moluques du Nord, a indiqué l'Agence nationale de géologie. La fumée volcanique pourrait être dangereuse pour la santé, a ajouté l'agence, et pourrait perturber les services de transport. Il n'y a aucun village dans un rayon de 9 km autour du volcan. Le vaste archipel indonésien, qui compte quelques 130 volcans actifs, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de collision de plaques tectoniques. Depuis décembre, le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques recommande aux touristes et aux alpinistes de ne pas s'approcher à moins de 4 km du cratère Malupang Warirang du volcan,
l'un des plus actifs d'Indonésie. En Chine, le bilan d'une puissante explosion qui avait frappé une usine de feux d'artifice en début de semaine a été porté à 37 morts, un disparu et 51 blessés qui sont actuellement pris en charge à l'hôpital, dont 5 dans un état grave. Le drame s'était produit lundi après-midi dans une usine de feux d'artifice dans la province de Hunan. La ville est l'un des hauts lieux de la production de feux d'artifice en Chine et dans le monde. L'an dernier, une explosion dans une usine de feux d'artifice dans la même province du Hunan avait tué 9 personnes. Passons une nouvelle rubrique d'économie. La Banque mondiale a approuvé ce vendredi un financement des milliards de dollars à l'Égypte. Ce financement est destiné à soutenir les efforts de l'Égypte dans la création d'emplois sous l'impulsion du secteur privé à renforcer l'économie, la résilience macroéconomique et budgétaire et à faire progresser sa transition vers une économie plus verte. Les détails dans ce commentaire. Le financement vise à soutenir les réformes économiques engagées par l'Égypte afin d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques, d'encourager l'investissement privé et de renforcer la concurrence équitable avec une garantie de crédit de 200 millions de dollars accordée par le Royaume-Uni. Le programme prévoit également de renforcer les recettes publiques, d'améliorer la performance du marché de la dette intérieure et de réduire les coûts de financement de l'État tout en protégeant les catégories les plus vulnérables grâce à l'intégration des bénéficiaires des programmes Solidarité et Dignité au système d'assurance maladie universelle. Par ailleurs, le financement soutient la transition vers une économie verte à travers le développement des marchés des crédits carbone, le renforcement des secteurs de l'électricité et de l'eau, ainsi que l'amélioration du suivi des émissions de gaz à effet de serre. La Banque mondiale a salué les réformes économiques égyptiennes menées ces dernières années, malgré les défis régionaux et internationaux, soulignant que ce financement contribuera à bâtir une économie plus compétitive, résiliente et durable. Les États-Unis sont restés proches du plein emploi en avril avec un chômage stable à 4,3% selon des données officielles publiées ce vendredi, les économistes soulignant qu'il est trop tôt pour observer un éventuel impact de la guerre au Moyen-Orient. La première économie mondiale a créé 105 000 emplois sur la période. Les investisseurs en attendaient autour de 60 000 d'après le consensus publié par Trading Economics. Le mois de mars avait été marqué par encore plus de création d'emplois. Les dirigeants de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, réunis en sommet jeudi aux Philippines, veulent appeler à renforcer la sécurité énergétique régionale et à sécuriser et ouvrir les voies maritimes en réponse à la guerre au Moyen-Orient, selon un document de travail. Les discussions entre les 11 membres du bloc se sont concentrées sur les potentielles solutions à la crise énergétique causée par la guerre qui a fait flamber les prix du carburant et de l'alimentation. Le document demande notamment le passage sûr, sans entrave et continu des navires et aéronefs dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. S'il ne nomme pas le détroit d'Ormuz, c'est la fermeture de facto de ce couloir maritime depuis les attaques israélo-américaines sur l'Iran le 28 février qui impactent l'Asie du Sud-Est.
Environ 80% du gaz et du pétrole transitant en temps de paix par ce détroit est destiné à l'Asie. Le document liste également plusieurs propositions pour renforcer l'indépendance de l'ASEAN en matière d'énergie, évoquant par exemple la diversification des sources d'approvisionnement, le développement des énergies renouvelables ou même la piste du nucléaire. Les marchés boursiers restent confiants aux États-Unis dans l'attente des chiffres de l'emploi américain, alors qu'en Europe, les bourses suivent en reculant l'évolution de la guerre au Moyen-Orient. À contre-courant des places de Paris et Francfort, Wall Street devrait poursuivre sa hausse à l'ouverture de la séance à 13h30 GMT, d'après les contrats à terme qui donnent la tendance du jour. Dow Jones a augmenté de 0,29%, Standard & Poor's 500 de 0,47% et Nasdaq a progressé de 0,68%. À la mi-journée, les trois principaux indices européens reculaient. Paris 0,84%, Francfort a reculé de 0,89% et Londres a reculé de 0,18%. Seul Milan se maintenait à l'équilibre, soit 0,05%. À 11h40 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, se stabilisait à 100,56 $. Le baril a augmenté de 0,50%. Le WTI américain reculait légèrement à 94,70 $ le baril. La clôture du vendredi est toujours un moment critique car les États-Unis ont tendance à prendre des décisions majeures en dehors des heures de marché pour laisser aux investisseurs le temps de digérer l'information. L'équipe égyptienne d'haltérophilie poursuit ses performances remarquables lors du championnat du monde qui se tient actuellement à Ismailia en Égypte. Zamalek poursuit ses entraînements en préparation de la rencontre face à l'USM Alger lors du match final aller de la Coupe de la Confédération africaine. Et la Polonaise Iga Świątek souffre pour atteindre le troisième tour du tournoi WTA 1000 de Rome, s'imposant face à l'Américaine Cathy McInally. Et on commence cette page sportive par l'haltérophilie. L'équipe égyptienne d'haltérophilie a poursuivi ses performances remarquables lors du championnat du monde qui se tient actuellement à Ismailia en Égypte. Cela fait suite au succès de notre championne du monde, Rahma Ahmed, qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 86 kg à l'arraché, ajoutant ainsi un nouvel exploit au palmarès des pharaons dans cette compétition. Avec cette médaille d'or de Rahma Ahmed, le total de l'équipe égyptienne s'élève désormais à 9 médailles diverses, 4 en or et 5 en bronze. Cette participation solide reflète le développement et le niveau des champions égyptiens sur la scène mondiale en haltérophilie.
Passons au football et plus précisément Zamalek qui poursuit ses entraînements en préparation de la rencontre face à l'USM Alger lors du match final de la Coupe de la Confédération africaine. Il est prévu que Zamalek affronte l'équipe algérienne samedi lors de la finale aller du championnat africain au stade du 5 juillet. L'équipe de l'entraîneur Mohamed Gamel aborde cette rencontre avec un moral élevé après sa victoire contre Smoha en championnat national 1-0, faisant ainsi un nouveau pas vers le sacre tant attendu. Renversant en demi-finale, retour Aston Villa et Fribourg s'affronteront dans une finale de Ligue Europa inédite le 20 mai grâce à leurs victoires respectives à domicile contre Nottingham Forest 4-0 et Braga 3-1 jeudi soir. Dans le duel entre pensionnaires de Premier League, les hommes d'Unai Emery qui participera à une 6e finale de C3 en tant qu'entraîneur ont dominé de la tête et des épaules Forest une semaine après avoir craqué 1-0 sur un penalty. Pour tenter d'y parvenir, il défiera un novice, Fribourg, qui disputera lui la toute première finale européenne de son histoire après avoir effacé sa défaite 2-1 du match aller au Portugal. En Angleterre, il reste 3 journées en Première Ligue. Oui, en effet, les jeux ne sont pas encore faits pour le titre chassé par Arsenal et Manchester City. La lutte pour le maintien entre Tottenham et West Ham et le combat pour les places européennes. Les détails dans ce compte rendu. Arsenal a les cartes en main pour soulever le trophée en Première Ligue, 22 ans après celui des invincibles d'Arsène Wenger et Thierry Henry, titré en 2004 sans avoir perdu le moindre match. Les Gunners remonteront sur le trône s'ils gagnent leurs 3 derniers matchs contre West Ham, Burnley et Crystal Palace. Mais le moindre point perdu pourrait relancer Manchester City, deuxième avec 5 unités de moins, mais un match en plus à disputer contre Palace mercredi prochain. Le calendrier final pour l'équipe de Pep Guardiola s'annonce relevé avec Brentford, Bournemouth et Aston Villa. Le coach des Citizens a affirmé vendredi vouloir mettre la pression sur Arsenal en remportant le match. C'est tout ce que nous avons à faire, c'est tout ce que nous pouvons faire, a-t-il souligné. En cas d'égalité de points, le titre ira à l'équipe ayant la meilleure différence de but ou si ce critère ne permet pas de les départager à celle qui aura inscrit le plus de buts. En cas de nouvelle égalité, le bilan des confrontations directes à l'avantage de City sera déterminant. Derrière le podium, Arsenal, City et Manchester United restent 2 tickets, voire 3 à prendre pour la prochaine Ligue des Champions. Liverpool et Aston Villa, 4e et 5e avec 58 points chacun, comptent 6 longueurs d'avance sur Bournemouth, l'actuel 6e, et sont donc bien partis pour se les attribuer. Cela pourrait être acté dès ce week-end s'ils gagnent leurs matchs respectifs et que Bournemouth ne s'impose pas à Fulham, ou s'ils font match nul et que les Cherries perdent. La 6e place pourrait aussi être qualificative pour la Grande Coupe d'Europe si Aston Villa termine 5e et remporte la finale de la Ligue Europa le 20 mai contre Freiburg. À l'heure actuelle, en écartant l'hypothèse décrite ci-dessus, le 6e du championnat d'Angleterre se qualifie pour la Ligue Europa et le 7e pour la Ligue Conférence. La Polonaise Iga Świątek a souffert vendredi pour atteindre le 3e tour du tournoi WTA 1000 de Rome. La 3e mondiale s'est imposée face à l'américaine Kathy McEnally, 63e mondiale, 6-1, 6-7 et 6-3. Un commentaire. La Polonaise Iga Świątek a souffert vendredi pour atteindre le 3e tour du tournoi WTA
de Rome en venant à bout de l'américaine Cathy McAnally 6-1, 6-7 et 6-3. Giantec, 24 ans, menait 6-1, 5-3 et semblait se diriger vers un succès facile, mais elle a laissé son adversaire revenir dans le match en multipliant les fautes directes et en faisant preuve d'une grande nervosité. Dans le deuxième set, elle a servi pour le match à 2 reprises, à 5-4 puis à 6-5, mais a perdu ses mises en jeu à chaque fois. Elle a mal débuté le jeu décisif pour être menée 4-2 et ne s'en est pas remise pour concéder la deuxième manche après 82 minutes de jeu. Dans la manche décisive, Swiatek a mené 3-1, mais a vite perdu son avantage et elle a repris le service de son adversaire pour servir pour le match à 5-3 et a converti sa première balle de match sur un coup droit trop long de McAnally après 2h42 minutes de jeu. Au prochain tour, le quadruple lauréate de Roland-Garros sera opposé à l'américaine Emma Navarro ou à l'italienne Elisabeth Cocciaretto. Le tournoi romain réussit bien à Swiatek. Elle s'est imposée à 3 reprises au Foro Italico en 2021, 2022 et 2024, mais y avait chuté au 3e tour l'an dernier. La Polonaise est en panne de confiance après un début de saison mitigé, avec pour meilleur résultat les quarts de finale à l'Open d'Australie et Indian Wells. Elle reste sur un abandon au 3e tour du Masters 1000 de Madrid. On termine, mesdames et messieurs, avec le basketball et les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama qui ont surmonté la déception du premier match pour corriger les Minnesota Timberwolves 133-95 mercredi lors des playoffs NBA. Oui, les Spurs égalisent ainsi à 1 partout dans leur demi-finale de conférence Ouest au meilleur des 7 matchs avant 2 déplacements à Minneapolis vendredi et dimanche. Et donc les détails dans ce commentaire. Auteur d'un record NBA en play-off avec 12 contres mais effacés en attaque lundi, Wemby a attaqué la rencontre de façon énergique, marquant rapidement 7 points en se projetant au rebond offensif et à la réception d'un alley-oop acrobatique. Le Français de 22 ans a enfin marqué derrière l'arc 2/7 après 100 sur 8 de lundi, contribuant à creuser l'écart dans le deuxième quart-temps pour mener 59-35 à la pause face à des Wolves maladroits et jeûnés par la défense de fer des locaux. Les Timberwolves, 2 fois finalistes sortant de la conférence Ouest, ont été trop maladroits, aucun de leurs leaders ne parvenant à peser en attaque. Les New York Knicks ont dominé les Philadelphia 108-102 et mènent 2-0 leur demi-finale de conférence Est. Dans une rencontre restée très serrée, jamais plus de 7 points d'écart et 27 changements de leader, les Knicks ont su maîtriser les dernières minutes grâce notamment à leur meneur, Jalen Brunson, et à Karl Anthony Towns, précieux avec 20 points, 10 rebonds et 7 passes malgré un temps de jeu limité par les fautes. Privés de Joel Embiid, écrasés lors du premier match, ont réussi à résister avec Tyrese Maxey, mais ont manqué d'adresse dans les derniers instants. Ils auront l'occasion de répondre vendredi en accueillant le 3e match. Bon voilà, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention. Merci Ella, mesdames et messieurs, je vous remercie, vous souhaitant une très belle soirée.